Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue encore une fois de plus sur Canal Numérique Télévision. Partout où vous saisissez l'occasion de nous suivre. À Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, mais également vous nous suivez à l'étranger, mais aussi dans différentes provinces de notre pays, la République démocratique du Congo, qui vient de totaliser bien sûr 65 ans après l'indépendance acquise par les colonialistes. On en parle dans cette émission. 30 juin 2025, 65 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo, on va se poser des questions sur la souveraineté du Congo. Dans cette même occasion, avant quelques jours de cette date commémorative, la République démocratique du Congo et le Rwanda étaient à l'étranger, aux États-Unis d'Amérique, bien sûr à Washington, devant Donald Trump, place par laquelle ils ont signé un accord de paix. D'ailleurs, dans quelques jours, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est attendu avec Paul Kagame au Rwanda pour un sommet. Les questions qui se posent quant à ces sur le respect des engagements entre les deux parties, on en parle dans cette émission. Mais aussi, il faut retenir que peuple, c'est le parti politique patriote, écologiste, uni pour la prospérité et la liberté et l'équité. Alors, on se pose la question sur les partis que compte déjà la République démocratique du Congo. La naissance de ces grandes formations politiques dirigées bien sûr par le président national Papin Fulu Kiesi. On en parle dans cette émission et on va découvrir plusieurs merveilles. Pour continuer, cette signature de l'accord entre la République démocratique du Congo, on appelle accord de paix, entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, excusez-moi la tautologie, le ministre des Affaires étrangères était toujours à la manœuvre. Plusieurs organisations de la société civile, mais les partis politiques aussi ont marché à Kinshasa le week-end dernier pour soutenir la cohésion nationale, mais aussi les efforts du gouvernement central. C'est autour de tous ces trois thèmes que nous allons discuter avec notre invité spécial. Il n'est plus à présenter. Depuis belle lurette, il a toujours été ensemble avec nous. Mais retenez que l'émission est réalisée toujours par Daniel Tissungu. Derrière le caméra, c'est Yves Mukendi, Prince Luanda et Octidon Monke. En ligne, nous avons Padou Bomboussa. Mais à la régie finale, c'est le pasteur Dadi Moukou. Encore une fois de plus, bienvenue et bonne continuation. Bonjour. Bonjour, monsieur Fred. Bienvenue. Merci beaucoup. Je l'ai dit tout à l'heure que vous n'êtes plus à présenter. On sait déjà quand on est en face du docteur Papin Fulu Kiesi, il est pour l'écologiste en République démocratique du Congo. D'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est un nouveau parti politique qui vient de voir le jour. C'était quoi la motivation? La motivation est que notre pays a des beaux textes, de bons textes qui n'ont jamais été mis en application. Nous avons fait une petite analyse. Si vous regardez dans le monde, les 5 pays les plus riches en termes de ressources naturelles, ressources minières, il y a l'Australie, il y a la Russie, il y a le Brésil, il y a les États-Unis, ainsi que la République démocratique du Congo. Mais si vous comparez le niveau de développement de ces 4 pays avec les nôtres, c'est le jour et la nuit. Il y a donc un problème qui se pose avec notre pays. On pourrait croire que ce sont des pays qui sont en dehors du continent africain. Si vous venez en Afrique, vous regardez les 3 pays les plus riches en termes de ressources naturelles, minières et autres. Il y a l'Afrique du Sud, le Nigeria et la République démocratique du Congo. Quand vous comparez ces 2 pays avec les nôtres, ce sont les premiers et deuxième puissance économique de l'Afrique. Le Congo, c'est parmi les tout derniers. Il y a donc
un problème qui se pose, non pas des textes, mais effectivement un problème qui se pose en termes d'hommes. Le Congo a un problème d'hommes. Et après tous les parcours que nous avons fait par-ci par-là, nous avons compris qu'il y a un problème d'hommes et que ceux qui prétendent aimer ces pays ne l'aiment pas. Et donc il ne faudrait pas continuer à suivre ces trajets-là parce que ça va nous mener vers l'échec. Et donc il faut tracer un autre chemin que le peuple congolais doit pouvoir suivre pour que demain nous puissions vivre un lendemain meilleur, pour que demain nous puissions effectivement profiter de nos richesses. Donc aujourd'hui, on peut dire que peuple, c'est un parti reconnu par l'État congolais. Un parti reconnu par l'État congolais. Je voudrais donner une sorte d'anecdote. Il y a un peintre français, Paul Gauguin, qui a peint une œuvre d'art en 1871 qu'il a appelé les fresques de Tahiti. Sous-titre: d'où venons-nous, que sommes-nous, où allons-nous? Si vous regardez d'où nous venons, où sommes-nous aujourd'hui et où nous allons, vous vous rendez compte que nos leaders, ces partis politiques qui ont eu à diriger ces pays, les différents leaders, dans 84% des cas, quand vous regardez leur passé, le passé n'est pas bon. Et en logique, on dit du faux, on ne peut conclure que du faux. Raison pour laquelle aujourd'hui, on a pris du faux, ces faux ont créé des partis politiques et ces partis politiques ont dirigé les pays depuis que le pays a été, entre guillemets, a été déclaré indépendant. Jusqu'à ce jour, nous ne faisons que reculer. Aujourd'hui, l'indice de développement humain de la RDC est parmi les 5 derniers du monde. Donc il y a un problème qui n'est pas un problème de texte, mais un problème d'homme. Raison pour laquelle on a dit il faut que les peuples puissent se prendre en charge avec les partis peuples. Alors je rappelle ici que c'est vous le président national, vous êtes également accompagné d'autres membres fondateurs. Oui, je suis celui qui a eu l'idée de lancer les partis en 2015, dont l'idée ne date pas d'aujourd'hui. Je suis l'initiateur et le président national, mais je ne suis pas le seul fondateur. Il y a plusieurs personnes avec qui on a réfléchi ensemble et qui ont apposé leur signature sur les documents qui avaient été déposés au niveau des instances du pays et pour obtenir l'autorisation de fonctionnement comme parti politique en RDC. Très bien. Par cette occasion, nous saluons quand même l'engagement du vice-président Bedel Matumba. Il nous suit depuis quelque part et tous les autres, GMK et les autres. Alors, il y aura à boire et à manger dans ces thématiques. On le garde d'abord dans le frigo. Mais parlons du 30 juin 2025, 65 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo. Si on peut faire allusion à un vieux papa ou une vieille maman de 65 ans, aujourd'hui, notre pays devrait être indépendant également. Et vous croyez à ça? C'est pourquoi quand je parlais, j'ai dit quand le Congo a été déclaré indépendant. Sommes-nous réellement indépendants? L'indépendance est définie comme étant la qualité d'un groupe ou d'un pouvoir qui n'est soumis à aucun autre, qui est libre de toute suggestion. Sommes-nous réellement indépendants? Déjà, les signes sont là qui prouvent que nous ne sommes pas réellement indépendants. On nous a déclaré indépendants le 30 juin 1960, mais nous ne le sommes pas. La preuve est là, le pouvoir n'est pas indépendant. La preuve est là, si on était réellement indépendant, nous serions maîtres de nos richesses et dont le peuple congolais allait profiter de ces richesses. Mais la preuve c'est que nous ne sommes ni maîtres de nos richesses, ni bénéficiaires de nos richesses, dont nous ne sommes pas indépendants. D'ailleurs, la dernière fois que ce pays a commémoré cette date du 30, ça remonte à quand? Si le pays lui-même a peur même de commémorer cette date-là de manière officielle, il y a anguille sur roche. Donc, moi, je ne pense pas que nous sommes réellement indépendants. Nous avons été déclarés indépendants, mais les différents mécanismes ont été mis en place pour nous garder dans la dépendance. C'est ce qu'on appelle le néocolonialisme, qui fait qu'aujourd'hui, je ne pense pas que le Congo est réellement indépendant. Alors, que devons-nous faire pour devenir réellement indépendants? Pour devenir réellement indépendants, c'est possible. C'est possible que nous devenions réellement indépendants. Comme aujourd'hui, la Chine est réellement indépendante, le Japon
réellement indépendants, l'Iran réellement indépendant, l'Inde, le Pakistan, le Brésil, beaucoup de pays qui sont devenus réellement indépendants. Nous aussi, nous pouvons devenir réellement indépendants si nous avons la volonté et si il y a des bons dirigeants qui aiment réellement ces pays et qui ont une vision claire, précise, concise et nette. Donc la première préoccupation, c'est l'amour du Congo. L'amour du Congo, une vision précise qui va faire qu'il y ait l'éveil de la conscience de manière générale et cette fierté d'appartenir à une nation, cette dignité d'appartenir à une nation que malheureusement nous avons perdu à cause de tout ce qui nous a dirigés depuis 1965 jusqu'à ce jour. Par rapport à votre réflexion aujourd'hui, si on peut faire allusion à ceux qui ont milité pour que notre pays puisse être arraché entre les mains du colonialisme, on peut voir Simon Kimbangu, Kipamvita, Kassavubu, Patrice Emery Lumumba et compagnons, là où ils ne sont pas fiers ou bien contents de ce qui ont été comme objectif. Comment peuvent-ils être fiers d'un pays qui, après avoir été déclaré indépendant 65 ans après, il manque les infrastructures, il manque un système de santé cohérent, il manque un système d'éducation nationale cohérent, il manque un système de couverture santé universelle, il manque la sécurité alimentaire, il manque même la sécurité, il n'y a pas une armée organisée, il n'y a pas une politique, il manque même des cartes d'appartenance à une nation. Qui est ce Congolais aujourd'hui qui a la carte de citoyen? Alors comment voulez-vous que les pères qui ont milité pour que ce pays soit déclaré indépendant puissent être fiers d'un pays qui a même perdu une partie de son territoire, où les Congolais ne peuvent pas circuler librement à travers tout le territoire congolais parce que le pays n'est pas réellement indépendant? Qui peut être fier d'un pays qui n'a pas de route? Même dans ce qu'on appelle capitale, il n'y a pas de route, il n'y a que des trous. Qui peut être fier de cela? Je ne pense pas que si ces gens-là pouvaient être vivants aujourd'hui, seraient fiers de ces carnages, de cette atmosphère que donne aujourd'hui notre pays que nous appelons la République démocratique du Congo. Mais si on peut voir les efforts des autorités, même au niveau du gouvernement central, qui est provincial, donc il y a espoir que si on continue à maintenir ce qu'il y a comme pression, comme diplomatie, c'est que l'avenir serait radieux. L'avenir serait radieux. Il y a des pays, je prends l'exemple de l'Allemagne. En 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne avait été complètement détruite. Et en 1949, il y a eu la mise en place du plan Marshall. 14 ans plus tard, 1963, l'Allemagne est devenue la 4e puissance économique mondiale. Où est le Congo aujourd'hui? On ne sent pas une évolution. Quand vous comparez le Congo d'aujourd'hui, du Congo d'il y a 5 ans, du Congo d'il y a 10 ans, du Congo d'il y a 30 ans, nous ne faisons que reculer, nous n'avançons pas. Et quand nous reculons, donc on ne va pas aspirer à un lendemain meilleur. Nous ne faisons que reculer. Les routes sont détruites au jour le jour. Le système de santé s'est détruit au jour le jour. Le système éducationnel s'est détruit. Moi, j'ai étudié dans une école publique. Aujourd'hui, je ne sais pas dans quel état se trouve l'école publique. Le système routier, la fourniture en électricité. À l'époque, l'électricité était quelque chose dont on ne parlait même pas, mais aujourd'hui c'est rare. Moi, je suis à Bandal, il y a des fois où vous avez passé tout un mois, vous avez un seul jour de fourniture en électricité électrique. On paye le facture tous les jours. Tous les jours. La fourniture en eau pose problème dans un pays qui contient le 2e plus grand bassin du monde, mais où 90% de la population a du mal à avoir de l'eau. Dans les pays ne fait que reculer. On ne peut pas prétendre qu'il y a l'espoir d'un lendemain meilleur. Il n'en a pas. Les choses n'évoluent pas dans la bonne direction. Donc on ne peut pas prétendre à un lendemain meilleur. À cette allure où vont les choses. Très bien. C'est votre manière de réfléchir. Docteur Papin Foulou Kiese, j'avais dit autrefois que c'est vous l'autorité morale ou bien l'initiateur du parti politique patriote écologiste unis pour la prospérité, la liberté et l'équité. On en parle dans cette émission, mesdames, messieurs. Vous êtes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Serrez vos ceintures car les bonnes choses commencent maintenant comme prévu dans nos
thématique. Vous avez procédé à la première réunion, c'était il y a 2 semaines, avec les membres fondateurs, les sympathisants, ceux qui ont voulu vous prêter main forte. Satisfait? Jusque-là, je suis très satisfait. Nous avons procédé à la première réunion le 1er juin. Et ça, c'était une réunion réduite, une réunion au cours de laquelle les projets avaient été annoncés aux membres qui ont accepté d'accompagner les projets. Et le 15 juin a eu lieu une première réunion à caractère officiel au cours de laquelle il y a eu interaction entre moi, l'initiateur. Je ne suis pas autorité morale, une autre terminologie qu'il faut absolument chercher à détruire dans ce pays. C'était une manière de vous provoquer également. Je savais que vous alliez rebondir sur une ça. Forme de dictature qui s'insère dans nos partis politiques, des partis politiques dictatoriaux. Mais il ne faut pas faire accepter les coups, hein, c'est ça la politique, les terrains que vous voulez entrer. Oui, mais ce sont des mauvaises terminologies qui sont en train de maintenir les pays dans le sous-développement. Un parti politique est un bien communautaire, un bien public, il n'appartient à personne. C'est comme une église n'appartient à personne. Mais aujourd'hui, nous avons des partis politiques où dès que vous avez déjà sur les murs du parti, il y a le visage d'un grand monsieur là, on l'appelle Mukolo Parti, autorité morale, autorité de référence. Mais comment les partis politiques peuvent appartenir à un individu? Comment un parti qui n'est pas démocratique peut prétendre instaurer un régime démocratique? Mais pour arriver à 10, on commence par 0. C'est que pour débuter, il y a eu quelqu'un qui était assis en train de réfléchir et il a associé les gens. Et finalement, on est abouti à devenir ce qu'on est aujourd'hui. Pourquoi ces concepts vous mettent mal à l'aise? Il est initiateur du parti. Mais pas le concept morale. Autorité morale sous-entend que toute décision qui sera prise doit avoir l'approbation de cette personne-là. Sans son approbation, rien ne peut se faire. C'est là où ça pose problème. Il n'y a plus de démocratie. La voix d'une seule personne est en train de primer contre la voix de tous les membres du parti disséminés à travers la ville, à travers le pays, le connaît, le monde entier. C'est là où il y a dictature. Et c'est là, même stratégie, les mêmes systèmes qui est amené quand les partis arrivent aux affaires. La voix d'une personne commence à primer sur les projets des sociétés du parti et même sur la constitution du pays. C'est là où les choses ne marchent pas. C'est pourquoi les pays sont en train de traîner les pas. Les pays ne font que reculer au jour le jour. Ces systèmes-là, on doit les bannir. Si aujourd'hui, on fait appel à un cabinet d'audit indépendant, on prend tous les partis politiques qui ont eu à gérer ces pays, ministère par ministère, direction par direction, entreprise par entreprise, je pense que la plupart de ces partis politiques devront être traînés en justice. Docteur Mfuluki Sepapi, c'est facile à prononcer, peuple. D'où est venue l'inspiration? Parce qu'il y a plusieurs noms. Parti pour, vous dites, patriotes, écologistes, unis pour la prospérité, la liberté et l'équité. Peuple. Ainsi. Nous sommes en 2015, j'étais sur l'avenue Bonsenga Ngiringiri avec M. Onésime Ochunge. Nous sommes en train de réfléchir. En 2015, vous reconnaissez encore l'avenue par laquelle vous vous retrouviez. Nous sommes en train de réfléchir sur les pays, sur les différents partis politiques, sur notre parcours politique. Nous sommes dit que nos leaders n'aiment pas ces pays. Et nous avons essayé d'analyser leur passé. Pour la plupart, leur passé était mauvais. On a compris donc les causes qui font que notre pays ne marche pas. Les passés de nos leaders sont mauvais. Je me suis dit, il faut que je lance un parti politique. J'ai réfléchi sur les noms et j'ai trouvé les noms peuple. Nous sommes en 2015, au mois de septembre. Je me suis dit, quand le Seigneur les permettra, parce que notre parti est une social-démocratie chrétienne, nous allons lancer les partis pour qu'ils deviennent réellement opérationnels. Là, c'est vous-même qui réfléchissez. Là, c'est moi qui réfléchis. Alors, et j'ai pris 10 ans. Les partis, je suis l'initiateur, c'est mon idée, mais les partis ne m'appartiennent pas. Et après 10 ans, j'ai commencé à intéresser les personnes par rapport à l'idée du parti. Beaucoup étaient un peu hésitants vu les soi-disant pseudo-grands partis en nombre, mais qui ont plongé ce pays dans les désastres. J'ai présenté l'idée à certaines personnes, nombreux ont accepté et la première réunion a eu lieu. Et aujourd'hui, ce qui était un rêve en 2015 est devenu réalité aujourd'hui. Les partis peuples, patriotes, écologistes, unis pour les progrès, la liberté et l'équité, ça dit tout, existe en bonne et due forme, en conformité avec les textes d'État congolais.
Et nous avons l'ambition de pouvoir conquérir les pouvoirs par la voie des urnes et les maintenir le plus longtemps possible par des voies démocratiques et faire redonner l'espoir au peuple congolais pour qu'il redevienne digne d'appartenir à une nation grande et qu'il bénéficie enfin de leurs richesses minières que Dieu nous a données. C'est une question très connue, une question facile à répondre. Mais peuple, on a vu votre première réunion dernier, vous avez dit le 15, du mois de juin. Ce n'était pas un jour ordinaire. Le 15 juin, c'est le jour où Benjamin Franklin a inventé les paratonnerres. Donc, les partis peuple est un paratonnerre. Donc, vous connaissez bon les souvenir, paratonnerres, un grand souvenir. Quand les paratonnerres est lancé, personne ne peut l'arrêter. Alors, on a vu le membre s'habiller en polo, la visibilité avec des drapeaux. C'était dans un coin de la capitale, aussi avec la masse. Ailleurs, on parle de démocrates et les autres, les socialistes, les partis de gauche, de droite. Et vous vous situez où aujourd'hui? Nous sommes une social-démocratie chrétienne, premièrement. Deuxièmement, jusque-là, nous n'avons pas l'intention de nous ranger derrière l'une ou l'autre personne, l'un ou l'autre camp, parce que tous ces camps ont pris le pouvoir, ont dirigé le pays et ont mis le pays dans la situation où il se trouve aujourd'hui. Donc vous voulez dire que vous êtes le centriste? Nous ne sommes même pas dans le centrisme, là on risque de nous coller l'image d'un certain nombre de politiciens. Donc nous sommes peuple. Nous c'est le peuple congolais dans toute sa diversité. Donc nous vous voulez faire le cavalier solitaire, c'est ça? Nous ne ferons pas cavalier solitaire, mais nous voulons d'abord exister. Nous allons faire l'inventaire. Nous sommes ce que nous sommes. Nous allons faire l'inventaire des valeurs des différents partis politiques et après, nous allons faire les choix des valeurs avec qui marcher. Les gens qui ont la même vision que nous, les gens qui sont aussi propres que nous, pour que nous puissions marcher ensemble et redonner l'espoir à ce peuple. Raison pour laquelle nous sommes peuple, nous ne sommes ni à gauche, ni à droite, ni au centre. Nous sommes peuple, nous sommes partout. Donc, que l'on soit patient des décisions que vous allez prendre dans les jours qui viennent. Dans les jours qui viennent, pour l'instant nous sommes peuple. Donc que nous soyons à Nyakoundé, qu'on soit à Nituri, qu'on soit à Kasumbalesa, qu'on soit à Yaouma, à Kabinda, qu'on soit à Yema vers le Congo central là-bas, qu'on soit à Libenga Zongo, nous sommes peuple. C'est vrai. Peuple. Il y a un parti, avant de commencer, doit avoir une référence, peut commencer quelque part, mais les exigences obligent à ce que vous puissiez vous retrouver sur l'étendue de la République. Vous vous situez déjà dans combien de provinces à ce jour, si on peut évaluer? Si nous devons être honnêtes, les partis a obtenu ces documents officiels le 4 juin 2025. Les partis a tenu une première réunion. Il n'y a pas encore de sortie officielle, c'était le 15 juin. Nous sommes déjà présents à Kinshasa, nous sommes présents au Congo central, nous sommes présents au Haut-Katanga, nous sommes présents au Sud Kivu et nous sommes présents au Nord Ubangi. Ce sont là les différentes provinces où nous sommes déjà présents. Mais nous avons l'intention de nous implanter dans tous les 145 territoires. Déjà le 26 juin ici, il y aura 2 grandes manifestations pour Tchangou et Moamba. Pourquoi Tchangou? Mais il y a Kanlouka là-bas, il y a Pompage, il y a Kassavubu, il y a également Monsoso. Mais le choix de la Tchangou, pourquoi? Parce que nous avons déjà été à Funa. Kanlouka, c'est Lukunga, c'est prévu au mois de septembre. Attention, là-bas, il y a déjà des poids lourds qui sont imposés. S'il y avait réellement des poids lourds, le Congo serait parmi les premières puissances économiques d'Afrique et du monde. Et comme le Congo est parmi les derniers pays en termes d'indice de développement humain, donc au Congo, il n'y a aucun poids lourd, il n'y a aucun grand parti politique. Si on avait des grands partis politiques, si on avait des poids lourds, notre pays serait, si pas la première, la deuxième ou la troisième puissance économique du monde. Nous serons parmi les grands de ces. Nous serons membres influents du BRICS, peut-être. Alors, comme nous ne sommes ni l'un ni l'autre, nous sommes parmi les tout derniers dans ces pays. Il n'y a aucun grand parti politique, il n'y a aucun poids lourd, parce que tous ont échoué. Celui qui a échoué ne peut pas être un grand. Ces partis ont échoué, ces leaders ont échoué. S'ils étaient courageux, s'ils sont honnêtes envers eux-mêmes, ils devaient avoir
et qu'aura de démissionner. Il faut qu'il y ait un réel renouvellement de la classe politique congolaise. Cette phrase, ce n'est pas aujourd'hui que nous commençons à l'écouter. Hein? Ce n'est pas aujourd'hui que nous commençons à l'écouter. Malheureusement, la mise en application pose problème. Malheureusement, la mise en application pose problème parce que jusque-là, ce sont les mêmes qui sont en train de tourner autour du pouvoir. Et donc, ils n'ont aucune raison qu'il y ait un réel renouvellement de la classe politique. Ils savent qu'ils ont un passé qui est sale, ils savent qu'ils ont un présent qui est sale et ils doivent tout faire pour se maintenir au pouvoir, pour que leur méfait, leur désordre, leur désastre ne soient pas connus. Mais le pays ne leur appartient pas. Il y aura un éveil de la conscience, il y aura un éveil de la population. C'est pourquoi on met en place les mécanismes pour faire demeurer la population dans la pauvreté. Ces leaders-là ont lu les livres Les Princes de Machiavel pour faire demeurer la population dans la pauvreté. La mise en place des mécanismes de BMW, Beer, Wife and Women, donc pour maintenir les gens dans la distraction, dans la pauvreté. Et quand on arrive aux élections, au lieu des campagnes électorales, ce sont des kermesses électorales. Les gens viennent maintenant faire la démonstration de l'argent qu'ils ont volé quand ils étaient au pouvoir. C'est ça aussi, vivre dans la capitale congolaise. Ça va changer. Kinshasa n'est pas le Congo n'est pas Kinshasa. Et cela va changer. Les peuples quinois commencent de plus en plus à s'éveiller. Les kermesses électorales vont prendre fin. Il y aura des vraies campagnes électorales où des gens qui sont propres, qui ont un passé propre, viendront présenter les projets pour la société et non pas une démonstration de la richesse, de la puissance financière avec l'argent qu'on a volé, qu'on a détourné quand on était aux institutions. Très bien. Docteur Foulou-Kessé Papi, initiateur du parti politique patriote écologiste Uni pour la prospérité, la liberté et l'équité. Mais on va revenir même avant la fin de cette émission pour conclure en rapport avec ce qu'on a évoqué sur le parti peuple. Mais parlons d'abord la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo. Plusieurs organisations politiques de la société civile ont salué quand même cette initiative. Ça ne date pas aujourd'hui. Le Congo, à travers ses dirigeants, ont commencé à alerter qu'on a été agressé par le Rwanda et compagnons. Mais finalement, sur la diplomatie agissante de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son ministre des Affaires étrangères, depuis le week-end dernier, on a procédé à la signature de l'accord de paix. Et c'est dans les jours qui viennent, nous attendons tête à tête entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi, comme l'aurait souhaité le président de la République, pour pouvoir discuter sur la fin des hostilités dans la partie orientale. Alors, à Kinshasa, Alexis Mutanda Ngoyimwana a salué l'accord. Il a appelé la population à la vigilance. On en parle dans cette émission. Vous avez eu quand même largement le temps de suivre l'interview qu'il a livrée à la presse nationale et internationale. Mais avec notre invité, on en parle aussi. Il est, je rappelle, l'initiateur du parti politique Peuple. À travers cet accord, vous êtes à Kinshasa, vous suivez de près ce qui s'est passé. Et encore une fois de plus, quelle est votre impression? J'ai deux impressions. La première, tout Congolais, tout vrai Congolais, parce qu'il y a aussi des faux Congolais, ne peut qu'être d'accord que notre pays puisse vivre et puisse être en paix. Pour ne pas vous déranger, on va revenir aussi sur les faux Congolais dont vous avez fait allusion. Très bien. Sur les 2 345 409 km². Et donc, toute initiative qui peut amener réellement la paix au Congo, les vrais Congolais ne peuvent qu'appuyer. Mais, à quoi sert réellement ce énième accord? Déjà, l'accord la porte sur quoi? Parce que nous, jusque-là, nous avons refusé de déclarer officiellement la guerre au Rwanda. Mais aujourd'hui, on vient signer l'accord. Je me pose beaucoup de questions. Quand j'essaie de scruter quelques accords, comme l'accord de Versailles en 1919, qui a mis fin à la Première Guerre mondiale, c'est les camps de la France, Grande-Bretagne et consorts qui ont été vainqueurs sur l'Allemagne. La triple alliance a gagné contre la triple entente
Et après la bataille, la victoire militaire, la Triple Alliance a imposé l'accord de paix. L'accord de Potsdam en août 1945, ce sont les alliés États-Unis, Grande-Bretagne consorts, ont imposé l'accord à l'Allemagne nazie et au Japon après avoir vaincu militairement. L'accord de Pikini 1953, la France a gagné la guerre des Cent Ans et après la victoire militaire a imposé les accords. Les bons accords s'obtiennent après une victoire militaire. Mais chez nous ici, on a eu à signer combien d'accords depuis que ces pays... En commençant par l'accord de Nairobi, Luanda et... Il y a eu plein d'accords qui n'ont jusque-là apporté aucun résultat parce que les sous-bassements qui ont été à la base de la de ces accords-là ont été mauvais. Mais celui-ci, on dit que c'est la continuation ou la continuité de l'accord qui a été signé en Nairobi. Deuxièmement, Albert Einstein a dit on ne règle pas les problèmes avec ceux qui l'ont créé. Il faut les régler avec qui? Avec d'autres personnes. Oh. C'est un secret de Polichinelle que la cause de cette guerre date de longtemps et derrière cette guerre, il y a les États-Unis d'Amérique. Donald Trump lui-même a dit USA first. Trump ne vient pas pour faire la paix pour le Congo. Trump est venu pour travailler pour les États-Unis. Pour lui, ce sont les affaires ou rien. Non, il a dit niet, fin des hostilités, retrait des troupes armées sur le sol congolais. C'était le 27 juin. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'il y a eu les 30? Qu'est-ce qu'il y a eu les 2? Voire même hier. Hier, les 2 juillet. Donc, cet accord vient s'ajouter sur un grand nombre, sur une panoplie d'autres accords qui ont déjà été signés. Ça, c'est selon votre réflexion. Pour moi, pour la consommation du public, pour donner un peu d'espoir. Mais la réalité, je préfère ne pas être taxé d'ennemi du Congo. La réalité, je reviendrai ici dans 20 jours. Il y aura des révélations? Non, aucune révélation. Vous connaissez s'il y a eu effectivement accord ou pas. Qu'entendez-vous des faux Congolais dont vous avez fait allusion avant de commencer votre réflexion? Les faux Congolais, ce sont les gens qui n'aiment pas ces pays. Ce sont les gens qui prétendent, qui parlent, ils font de beaux discours qu'ils aiment les pays, mais au fait, ils sont en train de nuire les pays d'une manière ou d'une autre. Les premiers faux Congolais sont les faux Congolais qui, quand ils arrivent au pouvoir, ils commencent à détourner, ils commencent à régner par le népotisme. C'est-à-dire que quand il est au pouvoir, c'est lui, son petit clan, sa famille et les détournements. Vous savez, aujourd'hui, notre pays, il y a une ligue des champions de détournement. Ça montre qu'il y a beaucoup de faux Congolais qui sont là. Les faux Congolais, c'est ceux qui sont en train de tuer d'autres Congolais. Donc c'est ça là. Il y a une grande définition, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en compte. Mais déjà, aujourd'hui, les éléments, ceux qui sont en train de tuer et surtout, et aussi ceux qui sont en train de détourner. Ils détournent quoi? Ils détournent l'argent qui devait servir à mettre en place un réseau de distribution d'eau. Aujourd'hui, nos enfants sont en train de boire de l'eau non potable. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une épidémie de choléra qui a été sévère à travers les pays, notamment le pays Kinshasa. Parce que les faux Congolais ont volé l'argent qui devait servir à la régie des eaux pour qu'ils mettent en place, un bon système de distribution d'eau. Les faux Congolais ont volé l'argent de forage qui devait permettre aux Congolais d'avoir de l'eau potable. Les faux Congolais ont volé l'argent des lampadaires qui devait permettre aux Congolais d'avoir de la lumière. Les faux Congolais ont volé l'argent. Il y a des étudiants congolais qui traversent la rivière Ubangi par pirogue pour aller suivre les cours en Centrafrique. Parce que les faux Congolais ont volé l'argent des bateaux. Les faux Congolais volent l'argent qui devait servir à faire l'entrée du barrage d'Inga pour que toi et moi, nous puissions avoir l'électricité permanente. Les faux Congolais volent l'argent de la couverture santé universelle. Ce sont les faux Congolais, ils sont nombreux. J'en ai eu très mal quand je vis un document circuler sur le net annonçant la fin de contrat de la gratuité de maternité dans certaines formations médicales. Je me suis dit, et finalement, ces responsables dans ces secteurs, que font-ils? Il y a aussi à boire et à manger. Je ne voulais pas ouvrir la boîte à Pandore dans cette histoire-là que vous appelez
gratuité de la maternité. On en parlera un autre jour. Il y a Très à boire et à manger là-bas. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. En attendant que Daniel Tshisungu puisse nous prêter l'élément de l'honorable Alexis Mutandango Imwana qui avait livré quand même une interview devant la presse nationale et internationale sur l'accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il a appelé la population à la vigilance, mais cet accord qui devrait être validé par le Parlement congolais fait couler d'encre et de salive dans le chef des Congolais. On va donner quand même quelques temps de réflexion au docteur Papin Foulou qui est ses cantassés. Et les parlementaires sont déjà en vacances parlementaires. Et à ce moment ici, je crois que certains sont déjà dans leur fief pour rendre compte de ce qu'ils ont fait comme travail et ils ont représenté la population, mais d'autres également sont ailleurs à l'étranger en train de festoyer, de se reposer avec les amis. Et cette actualité exige que ceci puisse parler, puisse passer chez les parlementaires, soumis à un débat. Quant à vous, c'est une violation, vice de procédure, ou bien il faut encore attendre? Je pense qu'il faut encore attendre. La soumission au débat aurait été une bonne chose si notre Parlement était, notre Assemblée nationale, notre Parlement, il est bicaméral, était réellement indépendant. Mais malheureusement, aujourd'hui, notre Parlement est devenu une caisse de résonance pour absolument être toujours derrière une certaine idée. Je prends un exemple qui prouve cela suffisance. Nous avons connu 2 cas de prétendus détournements qui concernaient 2 ministres, l'ancien ministre des Finances Nicolas Kazadi et l'ancien ministre de la Justice, l'excellence Constant Moutamba. Il est même cas de démissionnaire. Pour l'un, on a levé les immunités. Pour l'autre, on n'a pas voulu lever les immunités. Ça montre qu'il y a des mains noires derrière, dont le Parlement est devenu certainement une des résonances. Et donc, je ne me fais pas beaucoup trop d'espoir pour ces débats qui pourraient avoir lieu au niveau du Parlement par rapport à ces accords. Je me dis seulement, attendons, dans 21 jours, nous serons les 24 juillet, nous saurons s'il y a réellement eu accord ou pas. Très bien. Chers téléspectateurs, vous avez bien suivi. Il a donné un autre rendez-vous pour le 21 juin. Et nous allons nous retrouver encore ici sur ces plateaux, dans l'émission Muzindo, pour décrypter l'actualité. Vous allez comprendre de quoi il s'agit, ce qu'il va annoncer ces jours-là. Mais sinon, moi je ne sais rien commenter. C'est à lui-même de voir ce qu'il pense. Mais sinon, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. On a parlé de la date du 30 juin 2025, 65 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo. Nous l'avons arraché par nos belligérants. Quid de notre souveraineté? On a parlé également du Parti Peuple, patriote, écologiste, unis pour la prospérité, la liberté et l'équité. On a fait allusion à plusieurs partis politiques qui existent déjà et sur leur mission, il a donné des réponses et aussi la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo, plusieurs organisations de la société civile, les formations politiques ont salué l'initiative ensemble avec l'honorable Alexis Mutanda qui a appelé les Congolais à la vigilance. Vous avez vu la marche qui a été organisée le week-end dernier par le parti politique et la société civile pour soutenir la cohésion pacifique. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage dans la nouvelle casquette en tant qu'initiateur du parti Peuple? On va retenir 3 choses. Premièrement, par rapport à ce qu'on appelle l'indépendance du pays, nous devons nous poser la question de savoir si nous sommes réellement indépendants. Et moi, je pense que nous ne le sommes pas encore. Deuxièmement, par rapport aux accords, je suis d'accord qu'il y ait la paix au Congo, mais si réellement il y a eu accord, on les verra sur terrain dans le jour qui suit. C'est pourquoi je me donne 3 semaines pour savoir si réellement il y a eu accord de paix, bien que moi je suis dubitatif. Et troisièmement, nous venons annoncer au peuple congolais que jusque-là, le pays a échoué.
parce que les partis politiques qui ont dirigé ces pays ont échoué à 97% des cas, parce que leurs leaders ont un très mauvais passé, et du faux, on ne peut conclure que du faux. L'heure est venue où le peuple congolais doit se prendre lui-même en charge. Se prendre en charge par les pouvoirs du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et cela passe à travers les partis qu'on appelle peuple en sigle. P comme patriote, E comme écologiste, U comme uni, P comme la prospérité, L comme liberté, E comme équité, dont l'initiateur est votre humble serviteur, Dr Mfulu Kiese Papi. Vous me connaissez très bien mon passé. Nous avons l'ambition de conquérir les pouvoirs dans ces pays lors des prochaines élections. Venez adhérer massivement. Les coordonnées vous seront transmises tant par la voie des presses que par la voie des réseaux sociaux. Venez adhérer, vous tous qui avez les passés propres, venez adhérer dans cette social-démocratie chrétienne pour que demain notre pays puisse revenir réellement dans les concerts des nations et être réellement un grand pays. 30 secondes avant de terminer, en attendant la mise en place des autres postes de responsabilité, et comment se présente l'organigramme de votre parti politique? Merci beaucoup. Nous avons une présidence qui est composée d'un président national qui est votre serviteur et de 4 vice-présidents nationaux. Les 4 vice-présidents proviennent des 4 espaces linguistiques de notre pays, c'est-à-dire un vice-président de l'espace lubaphone, un de l'espace lingalaphone, un de l'espace congophone, un de l'espace swahiliphone. Nous avons 26 secrétaires nationaux thématiques et les 26 secrétaires nationaux proviennent chacun des 26 provinces de la RDC. La devise du parti est « La justice élève une nation ». En gros, c'est ça. C'est comme ça que le parti est organisé. Un président national, 4 vice-présidents, chacun provenant d'un des 4 espaces linguistiques du pays, 26 secrétaires nationaux thématiques, chacun provenant d'une des 26 provinces de la République démocratique du Congo. La devise, c'est la justice élève une nation. Nous avons mis en place des mécanismes pour lutter contre les tribalismes et le népotisme déjà au niveau statutaire. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci beaucoup, M. Fred. Merci beaucoup à vous qui nous suivez de partout à travers cette émission Mozindo. Je remercie également Daniel Tissoumou qui nous a prêté main forte à travers la production, la réalisation. Yves Moukendi, Prince Luanda et Ortudon Moke derrière le caméra. Badou Bombous a été en ligne, vous qui nous suivez de partout à travers Jenny Loukou, sa télévision. Et puis Pasteur Dadi Moukounkou qui est à la régie finale. Vous allez suivre la rediffusion dans les jours qui viennent, soit les dimanches à 17h30. Mais en attendant, restez et à suivre cet élément de l'honorable Alexis Moutandango et Moana devant la presse nationale et internationale sur l'accord entre la République démocratique du Congo, l'accord de paix, et le Rwanda signé à Washington devant Donald Trump et le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, bien sûr, de Rwanda également. Et on se retrouve très prochainement avec d'autres invités et d'autres thématiques. Suivez. Eh bien, comme vous le savez, 65 ans, c'est l'âge de la maturité. Que vous soyez un homme ou une femme, eh bien, à 65 ans, on a des responsabilités. On est père, on est grand-père, on est arrière-grand-père, on est mère, on est grand-mère, on est arrière-grand-mère. Donc, ce qui veut dire que notre pays, à cette date, eh bien, représente un peu tous ces aspects, c'est-à-dire l'âge de maturité. On vient d'atteindre, si vous voulez, l'âge où toute personne est en train de regarder beaucoup plus ce qu'il a réalisé plutôt que ce qu'il va réaliser. Alors, si vous me demandez comment on a vécu cette date du 30 juin 1960, eh bien, il faut dire que c'était une journée de joie, une journée de fête, parce que
avec la déclaration de l'indépendance, c'était un événement officiel, un événement national. Nous avions des visiteurs de marque, par exemple le roi Baudouin de Belgique, accompagné bien sûr de ces différentes notoriétés belges qui étaient venus assister à l'événement parce que c'est le roi qui devait faire le discours de passation de pouvoir entre la Belgique et le Congo. Et puis, c'est aussi une journée qui réunissait du côté congolais, disons, le premier président de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire dans la personne de Joseph Kasavubu. Il y avait le premier ministre, Patrice Emery Lumumba, et puis avec tout son gouvernement, vous pouvez vous imaginer le nombre, évidemment, de tous ces ministres. Pour la première fois dans l'histoire du pays, on avait les fils et les filles de ce pays qui se trouvaient, si vous voulez, dans une scène officielle avec des notoriétés internationales. Donc, du côté populaire, évidemment, c'était la joie, c'était les liesses. Bien que c'est une journée aussi qui couronnait la fin de, disons, de toutes ces luttes politiques, parce que il y avait les élections avant cette date. Les élections, vous pouvez vous imaginer, ce sont nos premiers politiciens qui étaient sur le terrain et qui faisaient leur campagne électorale pour sortir comme député national ou comme sénateur, etc. Et alors, avec l'événement du 30 juin 1960, on venait de mettre fin à tous ces, disons, toutes ces tracasseries. Et c'était les officiels qui étaient à l'avant-plan pour, disons, cette passation de pouvoir où le roi des Belges devait officiellement remettre. Alors, vous pouvez comprendre que les jeunes que nous étions à l'époque, avec toute la population congolaise de l'époque, bien sûr, eh bien, on était d'un côté dans la joie de vivre cet événement, mais de l'autre, il y avait toujours cette tension qui existait entre nos politiciens, entre les partis politiques, entre peut-être même, disons, donc c'était une journée spéciale et qui est restée d'ailleurs marquée dans l'esprit de beaucoup de ceux qui étaient présents à cette époque-là. Et je vous dirais que quelque temps après cette célébration, eh ben, c'est une journée qui était suivie par d'autres événements comme la chasse à l'homme. Il fallait que les Belges rentrent chez eux, il fallait ceci, cela, etc. Donc, c'est une période qui était un mélange de joie, d'allégresse, et puis de l'autre côté aussi, des luttes tribales, des luttes entre partis politiques, etc. Et tout ça était mélangé de telle manière que, disons, il fallait quand même, comme tout le monde, alors, en ce qui me concerne personnellement, eh bien, à cette époque-là, on était encore élèves, si vous voulez, à l'école secondaire. C'était vers la fin de nos années secondaires. Donc, on était beaucoup plus à l'école que sur la scène politique, de telle manière que tout ce que je vous dis là, évidemment, sont des choses qu'on avait appris par la radio. Il n'y avait pas encore de télévision aussi sophistiquée qu'aujourd'hui, mais du moins, on avait vécu quand même ces événements, spécialement par radio, et puis c'était des nouvelles qui passaient de bouche à oreille. Le Rwanda, si vous voulez qu'on parle du Rwanda, eh bien, parlons du Rwanda. Le Rwanda
depuis des dizaines d'années, disons même depuis leur origine. Je crois que tout le monde sait qu'au Rwanda, il y a les Hutus, il y a les Tutsis et il y a les Twa, si je ne m'abuse. Entre les Hutus et les Tutsis, depuis toujours, il a toujours régné des tensions qui existent et que personne n'ignore. Du temps colonial, d'après l'histoire, les premiers habitants du Rwanda, ce sont des Hutus qui étaient là et qui étaient très nombreux. Et les Tutsis, ce sont des Nilotis qui sont venus du nord et très rapidement, ces gens, lisaient un peu l'histoire, si je ne m'abuse, eh bien, ces gens arrivent, eh bien, très rapidement, ils se sont organisés. À un moment donné, c'est eux qui avaient le leadership dans le pays, parce que les Mwami, ceux qui dirigeaient le pays, etc., étaient presque tous des Tutsis. Mais c'est avec le mouvement de l'indépendance que les Hutus se sont aussi relevés pour dire, avec l'aide évidemment de la communauté internationale, et c'est par les élections, parce qu'ils étaient majoritaires, qu'ils sont arrivés, si vous voulez, à avoir à la tête du pays quelqu'un de leur. Et automatiquement, les Tutsis ont senti qu'ils n'étaient plus à leur place et ils sont allés faire la rébellion à l'extérieur. Donc, c'est un pays qui vit de manière permanente de la rivalité entre les deux tribus, c'est-à-dire les Tutsis et les Hutus. Quand c'est les Hutus qui sont là, les Tutsis, disons, vont faire la rébellion, et quand ils reviennent et gagnent des choses, c'est les autres, évidemment, ainsi de suite. Et puis ça, c'est le premier aspect, c'est-à-dire qu'ils estiment que leur territoire est très restreint et qu'ils doivent acquérir, évidemment, d'autres terres pour pouvoir vivre à l'aise. Et puis, le deuxième problème, c'est que cette ambition de créer ce qu'ils appellent la République des volcans, qui serait composée du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda, mais le sud-Ouganda, et inclut également les territoires disons congolais, ce qui comprend le nord et le sud Kivu. Et ça, c'est une idée qui nous nourrisse depuis des années. Donc, créer cette grande république au centre de l'Afrique, gérée par les Tutsis, et qui vont évidemment, et dans cette république-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh ben, il y a les territoires congolais. C'est ainsi qu'à l'Emera, si vous lisez encore les histoires de l'Emera, là, eh ben, ils avaient fait signer à Laurent Kabila des documents où on devait leur céder, je ne sais pas, 300 km à l'intérieur de... Et c'est une idée qui est restée ancrée dans dans leur tête. Aujourd'hui, ils peuvent signer ceci ou cela, etc., parce que tout le monde demande, il y a des pressions, il y a ceci, cela. Mais est-ce qu'il est dit que cette idée de la République des volcans a été extraite de leur tête? Et si vous lisez, parce que vous savez, il y a beaucoup de livres qui sont sortis sur le Rwanda, aussi bien en Europe, il y a une Canadienne qui a écrit des livres, des Britanniques, il y a des Français, etc. Et ça converge toujours vers cette idée de la République des volcans. Et systématiquement, ils considèrent que les deux Kivu Nord et Sud font partie de cette... alors, ils vous font une guerre. Et même ceux qui viennent ici pour dire nous sommes Congolais, mais où est-ce qu'ils veulent rester? C'est toujours à la frontière avec un territoire bien déterminé, de telle manière que le moment venu... Alors, vous verrez que à l'heure actuelle, ce qu'on est en train de vivre avec l'ancien président Kabila, qui est à l'est du pays, et vous pouvez encore le voir dans les YouTube et tout ça, eh bien, il a réuni les gens à Bukavu, les chefs coutumiers, les ceci, cela, etc., pour parler Et tout ça, évidemment, ce sont des choses qui convergent
Alors, vous pouvez signer à Washington tous ces accords-là, mais je crois quand même qu'il ne faut pas qu'on soit comme des personnes naïves qui disent, bon, voilà, ils ont signé, donc il faut toujours être vigilant de telle manière que, parce que ce sont des problèmes qui datent. On peut vous donner l'exemple du temps où Bisengimana était directeur de cabinet de M. Mobutu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était très fidèle à Mobutu, tout ce que vous voulez, etc. Mais tous ces Banyamulenge qui étaient venus en vrac, eh ben, il avait joué le jeu pour faire signer à M. Mobutu une nationalité. C'est toujours des nationalités collectives. Mais dans tous les pays du monde, lorsque vous êtes intéressé à devenir congolais, etc., ou devenir belge ou français, mais vous posez votre problème à qui de droit, c'est examiné s'il trouve que vous avez, vous remplissez les conditions, on vous donne les papiers, etc., on vous donne des conditions. Mais ici, ce n'est pas la même chose. On arrive là, on est, je ne sais pas, des centaines de personnes. Ils veulent avoir, d'abord quand ils arrivent, ils veulent qu'on toutes les tueries qu'on a eues à l'est du pays depuis 30 ans. Vous croyez que c'est pour quelle raison? On entre dans un village, on rase le village reste vide, et quelques temps après, vous trouvez des personnes qui n'ont rien à voir avec les Congolais et tout ça. Donc on veut créer l'espace, et ce sont des choses qui durent depuis plus de 30 ans. Alors aujourd'hui, vous signez des accords, la paix, les ceci, cela, etc. Mais il faut signer le papier en restant très vigilant, parce que ce sont des personnes qui ont une idée fixe. Et cette idée fixe-là, c'est de créer disons, leur empire là-bas où ils peuvent faire ce qu'ils veulent. En profitant bien sûr de toutes les richesses minières que nous avons dans la région, etc. Alors, il ne faut pas que les Congolais puissent être toujours les jouets, se comporter comme si on était les jouets. Aujourd'hui, bien sûr, ça peut nous permettre de résoudre un problème pendant un temps, mais il faut savoir que vos partenaires avec lesquels vous signez ce papier, ils n'ont pas la même honnêteté intellectuelle que vous-même, donc de telle manière qu'il faut rester vigilant.